Bonjour à tous et bienvenue sur ce Izu DW podcast. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square en direct du bar de Luffy. C'est Oakenshield Taverne. Et on a un invité très spécial et qui vient de loin en plus. Qui vient de très loin même. Est-ce que je dois dire, comme d'habitude, les trois initiales d'abord ou je dis juste Layo? Layo, ça va. Layo, ça va. Oui. Parce que maintenant, t'es plus Layo de Rising Opossum. Oui, voilà. Effectivement. Bah, comment ça se passe? Ben écoute, tout évolue bien, franchement, au niveau de Rising Opossum. Je dis que tout évolue bien, mais on connaît déjà le contexte sanitaire, donc ce n'est pas facile. J'ai envie de dire que ça ne reste pas facile pour tout le monde, en fait. Donc, on évolue tant bien que mal, en tout cas sur notre petite île, et on propose pas mal de contenu au niveau e-sport. Donc, franchement, je n'ai rien à redire à ce niveau. Voilà. Mais est-ce que le contexte sanitaire, ça a frappé aussi l'île comme ça a pu le faire ici en tout cas au niveau des mesures, hein, tout est fermé, il faut un passe-partout, c'est... Alors, pour te répondre, je suis retourné au pays il y a 2 mois de ça, d'accord, donc de juillet jusqu'à septembre. Il faut savoir que nous, en Martinique, on a eu un pic de cas au niveau du Covid. Donc, on s'est vu avoir des... Excuse-moi. Avoir un contexte... évoluer dans un contexte du confinement. D'accord. Donc, on a été reconfinés. Tout ça pour dire qu'on a été reconfinés. Et après, ben, ça a été quand même compliqué. Ouais. Donc, tu penses bien. Donc, nous, on a eu combien de confinements ici? Je vois même plus le temps passer. Donc, on a eu 3 confinements ici en France? 3, ouais. 3, voilà. Donc, je pense que nous, en Martinique, on en a eu 4, en fait. Ah ouais, d'accord. OK. En plus, t'as cet effet de suspense, là. Ça repart. Tu dis, allez, c'est bon, tout le monde est chaud. Et là, et puis voilà. Et tout redescend. Donc, par rapport à tout ça, bon, ben... Rising Opossum a évolué toujours sur le contexte, en fait, c'est adapté sous le contexte du online, comme toute association exerçant dans le milieu, ok. Mais on sait tous ce que ça donne, en tout cas dans le milieu du versus, surtout du versus, d'accord. Je parle pas de Fortnite et tout le reste, mais le milieu du versus, ben, le présentiel, on sait combien ça coûte, en tout cas pour faire évoluer. Traditionnellement, on a toujours été vraiment fervent d'IRL, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, quand on part sur cette base, on se dit, bon, ben, quel jour on pourra réentreprendre certaines actions qu'on faisait déjà auparavant, tu vois. Voilà. Dans quel cadre tu es dans la structure? Ça fait combien de temps déjà que tu es dedans? D'accord, donc je suis dedans depuis la rupture du contrat avec mon sponsor, mon ancien sponsor Envy. D'accord, donc j'y suis depuis 2019, on va dire septembre 2019, donc ça va faire 2 ans. C'est toi qui as fondé l'association? Non, ce n'est pas moi. Est-ce que c'est une association déjà? Oui, c'est une association, d'accord, c'est, on va dire, c'est mon plus grand ami qui l'a formé, enfin qui l'a mis comment dire ça, qui l'a formé, voilà, tout simplement. Et en gros, c'est parti de quoi? C'est parti d'une petite idée où tu te souviens de... Comment ça s'appelait encore? Le tournoi de... Oh mon Dieu, c'était en 2017, il y avait toutes les villes, c'était sur Street Fighter 5. Attends, il y avait... Coupe de France? La Coupe de France. Yes. J'ai fait tellement de tournois, oh mon Dieu. Donc, j'ai eu un petit trou de mémoire. Donc, voilà. Donc, c'est parti de... L'association est née à partir de la Coupe de France. Et mon plus grand ami, qui s'appelle Renaud Saint-Cyr. Dédicace Renaud. Voilà, petite dédicace à toi, mon Renaud. Donc, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a participé à cette Coupe de France avec moi et d'autres Nakama, j'ai envie de dire, qui nous avons représenté en fait l'équipe des Dom Tom. Okay. En général, ouais. Voilà, en général. Donc il y avait qui dans cette équipe? Il y avait White Black. Tu connais? Oui, White Black était là. C'est un mercenaire quand même, parce qu'il habite ici. C'est ça, c'est ça. Il habite ici, mais il est originaire de Guyane. D'accord, voilà, ok. Donc, voilà. Il est originaire de Guyane. Renaud et moi, nous sommes de Martinique. Et on a eu un compatriote, je ne sais pas si tu le connais, mais il a fait top 8 à l'Evo 2013 ou 2014 sur King of Fighter. Un Guadeloupéen qui s'appelle Fox. Fox, ouais. En plus, il a un nom de vainqueur quand même. Ah, bah. Fox. Donc, c'était le 4e joueur. Et on a eu comme 5e, un originaire aussi de la Martinique, Yamazaki. Ah oui, Yamazaki, je connais bien. Yamazaki, qui est, je pense, un des meilleurs en France. En France, c'est VS2, c'est ça? Ouais, si ce n'est pas le meilleur. Voilà.
Donc, il faisait partie de l'équipe et du coup, nous, on a concouru durant ce tournoi qui demandait de représenter toutes les villes. Donc, on avait juste formé une équipe regroupant les départements d'outre-mer. Donc, de ce fait, Renaud, à ce moment, il a aimé un maximum cette expérience. Il s'est dit, ah non, je veux pouvoir réitérer cette expérience. Faut pas que ça reste là, quoi. Voilà, faut pas que ça reste là. C'est ça. Et du coup, c'est de là d'où est venue l'idée. Et il a monté son association Rising Opossum. Voilà. Et aujourd'hui, il y a qui dedans? Alors, il y a beaucoup de... La plupart des adhérents, ce sont des Martiniquais en général. Donc, du coup, de noms, je pense que je vais te donner des noms, mais ça ne te parlera pas, d'accord? Donc, on peut avoir des noms comme, j'ai envie de te dire... Qu'est-ce que tu pourrais connaître? Non, même pas, tu vas pas... Non, mais donne-moi les noms, c'est une dédicace à eux déjà. Une petite dédicace, d'accord? Donc, on a Nathalie, j'ai oublié son nom, c'est... Imé? Non. Non. J'ai oublié son nom, son nom me vient pas à l'esprit, mais en tout cas c'est notre community manager, d'accord. On a Anthony Lisley, si je dis pas de bêtises. C'est lui par contre il touche un peu à tout, que ça soit dans la prod, que ça soit dans les jeux, il intervient dès qu'on a besoin de quelque chose. Okay. C'est le couteau suisse. Voilà, c'est le couteau suisse. Bien sûr, on a le président Renaud Saint-Cyr. Qui d'autre? On a un autre membre qui est, on va dire, semi-joueur. Il fait partie du comité directeur. Je pense à Reynald Charles-Hélène. Et puis, il y en a bien d'autres encore au sein du comité directeur. D'accord. Voilà. Et en tant que joueur, tu es le seul à avoir rejoint pour l'instant ou... C'est bien ça. En tant que joueur, je suis le seul à avoir rejoint l'association aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je vois les choses un petit peu plus grandes. Je me dis que... Talk to me. Talk to me. I will talk for you. For sure. Donc, je me dis tout simplement que de cette expérience, de part et d'autre de cette expérience venant de mon côté professionnel au niveau de l'e-sport, je me dis que cette expérience, c'est fini. Je trouve en beauté. J'ai eu de beaux palmarès. Comme j'aime bien dire, j'ai eu un palmarès notable, même si je n'ai jamais gagné de grandes compétitions. En tout cas, je me suis fait connaître sur pas mal de plans. Et pas qu'au national, hein. À l'international, ton nom est connu maintenant. Pour deux raisons. Le niveau et beaucoup la mise en scène avec les danses. C'est ça. Le showman. C'est ça. Donc, du coup... de ce fait, je me suis dit, mon contrat, c'est fini avec Envy. Donc, aujourd'hui, j'aurais aimé permettre à un petit jeune de Martinique, je dis bien un, parce que sur le long terme, j'aurais aimé permettre cela à tout le monde. Donc, je m'explique. En gros, je me dis qu'il y a forcément un petit jeune qui a autant de capacités, voire plus de capacités que moi. Et là, je me dis que peut-être qu'il ne sait pas en fait comment s'y prendre, ou peut-être qu'il est trop fainéant pour aller chercher, s'intéresser comme moi je l'ai fait pour évoluer dans le milieu. Et du coup, moi, mon projet, c'est d'essayer de faire un parallèle sportif entre la France et la Martinique. Et bien sûr, sur le long terme, ce serait la Caraïbe et la France. Et l'Europe. Oui, représenter, d'accord, toute la zone. Voilà, c'est ça. Ok, donc c'est ça un petit peu le projet. Et comme j'ai des connaissances aussi, j'ai un carnet d'adresses bien rempli. Donc, du coup... Ah oui, au cas où. Il me suffit de claquer des doigts. Oui, et puis tu arrives à les mettre en avant, à mettre la lumière un peu sur les joueurs méconnus, ou en tout cas sur le potentiel méconnu. Voilà, parce que c'est ce que en parlant de ça, est-ce qu'il y a assez de joueurs en Martinique? Alors, en tout cas, sur le côté versus fighting, on sait très bien que le versus fighting, ça reste un domaine niche, d'accord? Donc, ça reste compliqué. On va dire que ce sont les anciens qui ont évolué, les anciens comme nous, qui ont évolué avec la connaissance des jeux de baston. Mais tout ce qui concerne les jeux d'aujourd'hui, je pense bien à, j'allais dire League of Legends, mais League of Legends, quand même, il reste vieux. Il est sorti en 2009, je crois. 2009. Voilà, j'ai joué à la bêta. C'est un gros jeu e-sport. Oui, c'est un gros jeu. C'est le jeu e-sport. Mais après, tu regardes Fortnite, il y a du Call of Duty, il y a pas mal de choses. Quand on se renseigne un peu, on voit qu'il y a pas mal de jeux qui sont mis en avant sur le côté sportif. Donc, du coup, il y a pas mal de scènes qui sont développées, en tout cas sur les plans, ne serait-ce que de l'FPS, ne serait-ce que sur, j'ai envie de dire, sur les jeux mobiles aussi. Je pense aux jeux mobiles. Brolala, pas Brolala, comment ça s'appelle encore? Le jeu de...
Clash Royale, mais avec les tirs. Là. Comment ça s'appelle? J'ai vu qu'il y a une communauté. J'y ai joué en plus en juillet. Je vois le jeu. J'ai oublié. Déposer des cartes là et s'envoie des soldats. Ça, c'est Clash Royale. En gros, il y a un autre jeu qui est développé. Et en fait, c'est une sorte de petit FPS, mais à la troisième personne. Et tu joues en e-sport contre d'autres personnes. PUBG? Non, même pas, c'est sur mobile. Enfin, c'est vrai qu'il y a PUBG mobile. Oui. Mais en gros, le nom va me revenir. Mais sur cette scène, en fait, sur ce jeu bien précis, en gros, j'ai remarqué qu'il y a une grosse scène, en tout cas martiniquaise, qui se développe là-dessus, quoi. Donc, c'est assez space. Je te dis, le nom va me revenir, le nom du jeu. D'autant plus que je ne sais pas, hein, je suppose qu'en Martinique, le live, ça ne doit pas être très jouable. Déjà, en France, c'est la galère, entre deux zones différentes. Dans certaines villes, c'est chaud. En Martinique, j'imagine que les gens sont plus friands, encore plus même, de la compète IRL, de devenir un event directement. Ouais, effectivement. Alors, quand tu m'as dit que les gens sont friands de venir dans la compétition IRL, ça veut dire se déplacer? Se déplacer, oui. Se déplacer? Ouais, je pense que c'est une question de volonté, en fait. De volonté, aussi, je dis bien de volonté, mais d'abord de moyens. Il faut parler de moyens. C'est surtout ça, puisque on est à 8000 km de la France. Donc, on est dans le côté Caraïbe, bien sûr. Donc, dans la côte Caraïbe. Ouais, la Martinique est dans la côte Caraïbe. Donc, du coup, pour se déplacer, bon... J'ai envie de dire aujourd'hui, pour aller juste en France, bon, on peut trouver un billet au moins cher. J'ai déjà entendu des gens parler de 250 €, mais c'est vraiment quand on n'a pas d'option, genre valise et tout. Mais sinon, on parle de 450. Ça fait cher le tour. En plus, c'est juste pour l'aller. Tu payes 4 fois le cash prize. Juste aller-retour. Ça peut aller, effectivement. En aller-retour, ça peut aller, mais c'est quand même une somme qui n'est pas des moindres. Donc, de ce fait, je pense qu'effectivement, les joueurs en eux-mêmes qui sont effectivement jeunes, ben, pour avoir l'accord des parents, tu imagines, tu es jeune, tu dis à ta mère, bon ben, maman, écoute, j'aurais bien aimé aller, j'ai envie de dire une bêtise, au The Event. Ouais. Ta maman connaît pas le The Event. Et tu lui dis, ben, c'est en France et je veux aller au The Event. Donc déjà, tes parents doivent regarder comment ils vont essayer de loger leur fils, payer le billet d'avion, qu'est-ce qu'il va manger, transport, il faut s'occuper de tout ça. Donc, ça fait bizarre de laisser son enfant aller seul comme ça, ça fait loin quand même. Hein. S'il se passe quelque chose, tu as l'inquiétude, c'est les mamans, quoi. Voilà. Mais bon, on est quand même en France, donc forcément en Martinique, souvent on se retrouve à avoir de la famille en France. Donc ça a son côté pratique, mais il faut tout simplement se dire que juste se déplacer pour un événement, déjà, je suis l'un des seuls rares. Hein. Je n'ai pas connu beaucoup de gens qui m'aient accompagné pour des events. Hein. Et il y avait une scène martiniquaise sur le Versus Fighting et pratiquement tout le monde était friand de ne pas vouloir se déplacer. Enfin, chaque fois que je leur demandais est-ce que vous voulez venir avec moi sur tel event pour regarder à peu près à quoi correspond notre niveau, ben, je me retrouvais seul. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Renaud. Voilà. Et puis même, faut les aménagements au niveau du travail ou de l'école, il faut poser des congés. Ici, tu viens, tu rentres la journée. Voilà. Nous, on vient de Nancy, on va faire l'aller-retour. Alors, quelqu'un de 8 km, tu peux pas le faire comme ça. Il faut réserver à l'avance, c'est compliqué. On est d'accord. Mais du coup, c'est une aubaine que Rising Opossum crée des events locaux. Vous en faites aussi des events directement en Martinique? Oui, on en a créé. Donc, je repense à 2020, c'était 2020, on est en 2021. Donc 2020, on a eu un petit événement concernant les jeux de baston. Donc du coup, on a créé, c'était la Mada Game Cup. Ouais, la Mada Game Cup, que je ne dis pas de bêtises. Et en gros, durant cet événement, on a proposé pas mal de domaines au niveau des jeux de baston, donc, à savoir Tekken, Street Fighter 5, on a eu Smash. Ouais, on a eu du Smash. Smash Bros et je crois que c'est tout et c'était pendant le confinement en gros. Ah bien, ça permet de changer les idées quoi. Voilà, c'était dans un hôtel, franchement c'était avec la classe. C'était dans un hôtel, donc non franchement c'était super cool, on avait les mesures sanitaires à respecter bien sûr, mais ça s'est déroulé, je crois qu'on avait pratiquement tout le temps 32 joueurs dans tous les domaines quoi. Ça veut dire que les gens sont vraiment, il y a une demande quoi. C'est ça, au niveau, en tout cas si on parle de la scène en elle-même, la scène des jeux de combat, j'ai envie de dire c'est un petit peu comme en France, on se connaît pratiquement tous. Donc il y a mais c'est vrai qu'il y a une demande d'événements offline en tout cas.
Voilà, donc ça s'est déroulé comme ça. Et oui, c'est un événement parmi tant d'autres parce qu'avant le Covid, justement, Rising Opossum proposait un circuit de ranking juste pour Street Fighter V, même Tekken. Et il faut savoir qu'ils ont aussi, Rising Opossum, on a pu être milité pour être une étape proto de Tekken. Waouh! Ouais, de Tekken. Okay. Ouais. Ça fait plaisir, ça. Ouais, clairement. Même si on n'était pas nombreux, il n'y a pas eu beaucoup de communication parce que c'était quand même le début de Rising Opossum. On faisait avec nos moyens. Mais ça s'est fait. Voilà. Et il y a des internationaux qui sont venus un peu? Comment? Il y a des internationaux qui sont... Malheureusement, non. Non. Malheureusement, non. Voilà. Donc, et c'est quoi entre Tekken, Street Fighter et Smash? C'est laquelle des communes qui domine un peu plus alors, tout simplement, c'est Smash. Voilà. Tout simplement. Comme partout. Voilà, comme partout. Tout simplement. Street Fighter, on doit être une dizaine, mais bon, il y a une baisse de motivation en ce moment. Mais on doit être franchement une dizaine. Et à chaque fois que je reviens au pays, je leur fais profiter de mon expérience, je leur donne les informations nécessaires pour que les joueurs puissent essayer d'évoluer dans le meilleur des cas. Tu es souvent sollicité pour du coaching comme ça? Alors, c'est bien que tu le dises. Alors, solliciter, j'emploierais pas ce mot. Mais en gros, je le fais, c'est moi qui ai entrepris cette démarche, tout simplement, parce que je me dis que forcément, en Martinique, je vois certains joueurs et je me dis qu'ils peuvent être bons, cependant, ils n'ont pas connaissance de certaines mécaniques sur le jeu dit. Donc, du coup, moi, naturellement, je vais donner cette information. Et du coup, oui, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai organisé des sessions chez moi avec la communauté. Donc, ils sont tous venus. J'ai déjà donné des cours, on va dire des cours de groupe, petite formation de groupe rapidement sur le jeu. Avec toutes les connaissances que j'ai approfondies aujourd'hui. Donc, j'ai pu les former sur certains plans. Et ils sont plutôt réceptifs, ça marche? Alors oui, je vais dire que ça marche. Je vais dire qu'il y en a certains, c'est un petit peu le contexte martiniquais. Je crache pas sur vous, hein, les gars. Mais bon, je crache pas sur vous. Mais le truc, c'est que, en gros, je dirais un peu que le martiniquais se repose un peu sur ses lauriers. C'est juste ça. D'accord? Donc, quelquefois, on va pinailler pour un petit détail. On va se dire que on n'a pas le temps de jouer, on n'a pas le temps de faire ci, faire ça. Mais quelquefois, c'est juste une question de choix. Voilà, c'est comme ça, c'est partout. Bizarrement, par rapport à mon expérience, j'ai l'impression que ça se déplace beaucoup plus ici pour n'importe quoi. Regarde, aujourd'hui, on était 19 dans le tournoi. 19, on peut se dire, ah ouais, c'est pas beaucoup, mais en Martinique, si tu fais un tournoi comme ça à la dernière minute, tu te retrouves avec une personne, pratiquement. Ah oui, ok. Tu vois, alors qu'en Martinique, j'ai envie de dire, les transports en commun ne sont pas aussi développés qu'ici, mais tout le monde a sa voiture. Donc, j'ai envie de te dire, moi, pour venir d'ici à chez moi, c'est 40 minutes. Et 40 minutes, c'est pratiquement pour faire du centre au sud, quoi. Donc, ça représente rien du tout. Et du coup, oui, parlons de superficie, la Martinique, c'est grand? Alors, non, c'est pas grand. C'est pas grand. Donc, j'ai pas la superficie en tête. Mais bon, si tu dois faire du sud au nord, ça doit te prendre aller à tout casser 2h30. Ah oui, 2h30 ou 3h. Ouais, en voiture. Ah ouais, donc c'est pas vraiment un problème. Quoi. Ouais. Mais pour le coup, par rapport à ça, d'autant plus que, c'est d'autant plus intéressant que toi, tes cours en général, ils sont payants. Alors, là, en ce moment, comme on parle effectivement de coaching, donc il faut savoir que je me suis lancé dedans très, très récemment dans le coaching. Donc là, en ce moment, c'est mon métier. D'accord. Ouais, parce que là, tu leur donnes des cours de groupe, il faudrait qu'ils prennent parce que les tarifs vont changer bien. C'est ça. Donc, là, effectivement, la formule, elle est différente parce que avant, je le faisais de bon cœur, ça me faisait plaisir. Je voulais voir une communauté progresser, évoluer. Donc, du coup, j'ai donné certaines informations et aujourd'hui, ces informations, je me fais rémunérer pour avoir ces informations. Mais là, on va dire que mes cibles sont particulièrement situées, basées en France, d'accord. Mais, je vais dire mes cibles, mes clients, voilà, mes élèves, voilà. Mais sinon, j'aurai un prochain élève, par exemple, en novembre, qui vit en Guadeloupe, d'accord. D'accord, donc ça fait plaisir, ça. Voilà. Et du coup, je me dis que de part et d'autre de ce coaching, j'arrive à faire profiter de cette expérience à d'autres. Mais en même temps, j'arrive à investir du temps et à en profiter, quoi.
Donc, et après, plus la communauté grandit, plus tu as un cercle, en tout cas, de clients potentiels aussi. Voilà, c'est ça. Là, c'est ça. Oui, bien sûr. Il y a le petit business model. Et aussi, ce que je pense, je ne sais pas si tu as le même constat, c'est qu'aussi, ils ont moins la projection qu'on peut avoir en France. Parce qu'en France, on a des exemples de réussite en e-sport. C'est ça. En Martinique, peut-être qu'ils se disent, c'est un truc qui est loin là-bas, ça se concentre là-bas. Nous, on n'a pas d'exemple à part toi. Donc, quelque part, c'est intéressant que tu sois présent au quotidien, qu'ils te voient, qu'ils disent, ouais, mais en fait, si, c'est un Martiniquais, il a performé autant, donc on peut le faire. Et tu as tout compris. Est-ce que tu vois des perles, on va dire, cachées, des gens, tu dis, lui là, un an, il peut faire mal. Il peut faire mal. Ouais. Alors, c'est bien que tu le dises. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que depuis l'année dernière, en fait, j'ai été réquisitionné pour animer des ateliers e-sport dans une école qui s'appelle Parallèle 14. Dédicace à Parallèle 14. Voilà. C'est Parallèle en Martinique. 14. Comment? C'est en Martinique? Oui, c'est en Martinique. C'est en Martinique. C'est une école qui forme en gros les jeunes, enfin des étudiants au métier de l'audiovisuel. Donc, genre cinéma et tout. Voilà. Donc, du coup, ce qu'ils proposent pendant les grandes vacances, ce sont différents ateliers, dont à savoir e-sport, un atelier e-sport que j'animais. On a des ateliers de robotique, de programmation, dessin en 3D. Donc, ils proposent pas mal d'ateliers. Et on peut considérer ces ateliers comme des colonies, mais des colonies électroniques, tout simplement. Donc, je me suis retrouvé à animer des ateliers e-sport. Donc, j'ai présenté bien sûr mon domaine de prédilection Street Fighter 5. Et ensuite, je me suis rabattu un petit peu sur d'autres domaines que du genre Fortnite. J'ai appris, j'ai joué à Call of Duty, j'ai mis du League of Legends. J'ai un petit palmarès au niveau des jeux. Attends. Genre, tu sais jouer à Call of? Oui. Aussi fort que Call of? Pas aussi fort. Pas aussi fort. J'ai perdu du niveau parce qu'avant d'aborder la compétition sur les jeux de combat, il faut savoir que j'ai démarré sur les jeux de stratégie, dont Warcraft 3. Ouais. En 2003, 2004. Tu vois? Un petit gars. RTS? Ah oui, je viens des RTS et des FPS, bien sûr. Et mon domaine de prédilection, là où j'étais vraiment le plus fort, où je suis sorti champion de Martinique, c'était Unreal Tournament 2004. Ah, ok. Donc les phases. Waouh, c'était super dur. C'était super dur, effectivement. Donc, clavier-souris, j'ai connu vraiment la naissance du clavier-souris aux FPS. Donc, franchement, c'était super. C'était un très, très bon moment. Et il y a des éléments que tu empruntes au FPS et au RTS dans le jeu de combat? J'ai envie de dire que ça aurait été le contraire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je faisais avec les moyens du bord. C'est-à-dire qu'on n'avait pas tous de moyens pour regarder des replays. On ne pouvait pas discuter en direct avec un joueur pro. Donc, j'essaie de regarder les replays qu'on avait à l'époque avec Internet. Et là, j'essaie de reproduire, comprendre les instances de timing. Le flick dont on parle, je ne sais pas si tu connais, Isoud. C'est en gros le fait de pouvoir diriger ta souris sur un point précis. En gros, ça veut dire que tu vises un petit endroit, tu regardes à droite et tu vois un petit point, tu veux faire en sorte que lorsque tu donnes ton petit coup de poignet, que tu arrives sur ce point précisément. C'est ce qu'on appelle le flick. D'accord? Ben, aujourd'hui, je peux mettre je peux mettre un mot sur ce terme, tu vois. Mais à l'époque, je faisais naturellement. Tu le faisais sans... T'avais pas de nom, quoi. J'avais pas de nom pour ça. Et je me doutais pas que c'était on va dire... c'est pas une option, une compétence nécessaire. Reconnue et reconnue. Voilà, reconnue, c'est ça. Donc, j'ai évolué naturellement sur certains jeux. Et après, une fois que j'ai bifurqué, que les années ont défilé, ma soif des jeux de combat est enfin revenue. Parce que, je dis bien enfin, parce que depuis ma plus tendre jeunesse, j'ai beaucoup évolué sur les jeux de combat. Et dès lors que j'ai connu la création des tournois de jeux de combat, je parle à l'époque de Street 4 2009, j'ai vu qu'il y avait une communauté présente et tout. Je savais faire 2 combos. C'était les premières fois où j'apprenais vraiment à faire des combos. Donc j'y suis allé avec mon Ken et tout. Je jouais. Ah, t'as pris le perso qui fait du feu. Voilà, qui fait du feu et je jouais les persos tout simplement parce que je l'aimais le voir. Aujourd'hui, ce sera différent. C'est une toute autre expérience. Donc, je suis allé dans le petit tournoi découvrir un petit peu la communauté. C'est là que je me suis fait massacrer, tu penses bien. Et j'ai connu mon sensei qui m'a tout inculqué. Ton sensei? Ah oui, j'ai un sensei. On a tous un sensei, quelqu'un qui apprend. Un nom du sensei? Le nom du sensei, c'est Gaël Gontier, alias Monsieur Sidvis. Ah, et aujourd'hui? Aujourd'hui, il joue toujours. Là, il joue à Guilty Gear. T'as pris ta revanche?
On va dire que oui. Tu l'as coincé dans un coin, là. Bien. On s'assoit sur Street 5. Sur Street 5, oui. Il n'a pas joué, il n'a pas adhéré à Street 5, malheureusement. Mais quand on jouait au même jeu du type Street 4, bon, ben, j'ai pu gagner un tournoi alors qu'il me dominait. Tu jouais Viper sur Street 4. Comment? Tu jouais Viper? Non, Ken. Ah oui, d'accord. Street 4, c'est ton premier Street? Ouais, c'était mon premier Street. Okay. J'ai envie de dire en mode compétition. D'accord? Donc, compétitivement parlant, c'est Street 4 qui m'a lancé dans le mouvement de l'e-sport. Ok, en fait de l'e-sport sur la scène du versus. Ok, donc de partir de tout ça, de tout ce qui m'a inculqué, bon ben j'ai évolué sur d'autres jeux. J'ai joué à plein de jeux de 2009 à aujourd'hui. Donc mon deuxième jeu c'était King of Fighter 13 avec une Fighter 13, mon deuxième jeu. Ensuite Street Cross Tekken que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien grind le ladder. J'étais bien monté. Il y a eu quoi d'autre? Marvel. Mon Dieu, comment j'oublie Marvel? Oh mon Dieu. Attendez, là c'est le moment où je m'éloigne. Marvel. C'est comme ça. C'est que d'ailleurs comme ça que j'ai connu White Black. Exact. White Black est très fort là-dessus. Non, sans blague. C'est le meilleur. En fait, en France, c'est le meilleur. Les États-Unis, c'est le Japon sur Marvel. Voilà. Ouais. Et il arrivait à jouer là-bas. Ouais. Ah ok. Ouais. Il jouait bien là-bas. Il a fait des top 32, si je dis pas de bêtises à l'Evo, top 64, top 32. Il a fait pas mal d'Evo là-dessus. Il a eu des résultats très notables. Il a personne pour s'entraîner. Oui. Donc du coup, l'épisode Marvel effectivement est arrivé. J'ai eu après Guilty Gear Third. J'ai joué même un peu à Virtua Fighter. Ah oui, t'es un baroudeur. Ouais. Les jeux 3D, ouais. Comment? Tu disais Virtua Fighter. Virtua Fighter, Tekken, le FS, le Final Showdown. Et j'ai joué légèrement à Tekken Tag Tournament 2. Voilà. Donc après, Guilty est arrivé. Mortal Kombat 10. Oh mon Dieu, Mortal Kombat 10. Oh mon Dieu. Mais à quoi t'as joué? C'est plus la question qu'il faut poser. Bizarrement, c'est aujourd'hui que je joue à moins de jeux. C'est temps-ci que je joue parce genre que... Strive, tout ça, non? Le Strive, j'ai essayé 2 secondes, mais Street Fighter 5 me rappelle à chaque fois par rapport au coaching, par rapport à tout. Donc, oui, ok. Donc là, j'ai envie de dire, je n'ai plus trop de temps à consacrer à un petit jeu à côté. Mais en même temps, c'est quelque chose de bien parce que c'est dedans que j'ai évolué. C'est l'e-sport que j'aime en soi. Et du coup, le coaching, ça me permet, comme tu as dit, de pouvoir côtoyer l'e-sport sans pour autant abandonner la passion de la compétition. Donc là, j'ai fait par exemple aujourd'hui ma compétition, mais il faut savoir que si j'avais eu au minimum 2 élèves aujourd'hui qui étaient venus dans la compétition, je n'aurais pas fait de compétition. D'accord, tu serais resté, j'aurais supervisé. J'aurais supervisé. Et j'en ai eu un justement qui je sais pas s'il est toujours là. C'est qui? Lasdo. Ah, Lasdo était là. Oui, Lasdo était là. C'est mon élève. En fait, c'est d'abord l'élève de Will. Parce que Will aussi, il s'est lancé dans le coaching. Donc, moi aussi, on est associés, j'ai envie de dire. On développe différents plans parce que moi, je suis très dans la technique et le contrôle. Et moi, je dirais que Will, c'est beaucoup le feeling. D'accord? Donc, on a 2 écoles un peu différentes et on a déjà créé pas mal de petites choses sur le coaching. 2 écoles différentes. Cette façon de jouer, d'ailleurs, tu la tiens peut-être des RTS, cette histoire de technique et contrôle? J'ai envie de te dire que c'est un petit peu controverse. Pourquoi? Parce que quand j'ai connu Street Fighter, j'aime bien me qualifier de remplisseur. Remplisseur, c'est quoi? Remplisseur, j'appelle le remplissage d'écran aujourd'hui quelqu'un qui va vouloir faire des choses dans l'écran sans même savoir pourquoi. Il va essayer d'envoyer une boule, il va essayer de sauter, il va essayer de dasher, il va essayer de backdash, il va mettre des informations. Et moi, aujourd'hui, mon contrôle, pas mon contrôle, mon plan de jeu, il se base en fonction de la personne. J'aime bien, j'ai un exemple pour toi qui va vraiment te parler. Le Zouk! Le Zouk. Le Zouk. Zouk, alors pour qu'ils voient un peu, c'est un peu comme la salsa. Voilà. Ah oui, donc c'est un peu comme la salsa. C'est une danse. Et dans cette danse, il faut juste comprendre une chose. Quand tu danses, tu vas forcément danser avec une femme. Et quand tu danses, il faut savoir que le couple, il est dirigé par l'homme. Ok. Et du coup, moi, j'aime bien me considérer justement comme la femme. Dans Street Fighter 5. C'est moi qui suis, en gros. Ça veut dire que toi, tu vas faire... en réaction. Réaction, c'est ça. Action, tu as vraiment soulevé le bon terme. Action, réaction. Tu as fait quelque chose, je réagis comme ça. Tu as fait quelque chose, je vais réagir d'une autre manière. Et du coup, une fois que j'ai réagi de cette manière, je me transforme rapidement en homme par rapport à mon style de jeu. Justement, c'est la question que moi je me posais, c'est parce que à partir d'un moment, quand le mec ne fait pas d'action et commence à vous regarder dans les yeux, du coup, ça crée pas un peu un sort de moment mort dans le jeu? Alors, justement, j'ai envie de te dire que il n'y aura pas de moment mort.
Parce que avec Laura. Déjà avec Laura, effectivement, ce n'est pas un moment mort parce que tu vas prendre des informations. C'est comme ça que je vois le jeu. Et en gros, il y a Will qui m'a enseigné quelque chose. C'est de très très important. Ne pas jouer, c'est jouer. Ça, c'est super important à comprendre. Ça veut dire que tu vois quelqu'un qui est devant toi, qui les gens Honda, tu vois, Honda il est placé là, il a sa garde, mais tu vas te dire qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il joue pas, je vais venir le choper. Eh ben, toi tu vas prendre une information, tu vas te dire ok, bon ben il vient franchement dans ma zone d'attaque et il vient me choper. La prochaine fois que je le vois avancer, je mets par exemple un petit light et je contre-attaque, tu vois. Et si toi tu n'as pas compris ça, tu vas essayer peut-être une deuxième fois et puis boum. Et là, ça part. Là, je me transforme en homme. Sur 2X, tu as beaucoup de scènes comme ça où, à un moment, vous êtes assis tous les deux. Ça dure, en vrai, ça dure 1-2 secondes. Mais en tant que joueur, ça dure 30 minutes. T'es assis comme ça et c'est le moment où, tu sais, vous avez tous tout verrouillé. Et il y a un moment de, ok, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à cette distance, chacun, comme tu as dit, il sait que tu vas venir pour choper. Donc lui, il a anticipé. Donc l'autre sait que s'il approche, il faut qu'il décale. Je vois très bien. Donc, tu sais, vous avez ce moment où il y a eu trop d'informations à un moment donné et vous restez bloqué. Et ça... Quand tu connais le jeu en tant que spectateur, connaisseur, ok, là c'est chaud. D'accord, je vois très bien. J'arrive très bien à imager ce que tu me dis. J'arrive très très bien à imager. Donc effectivement, dans Street 5, comme Street 5 se voit être un jeu, on va dire électrique, donc ce genre de situation arrive moins souvent, mais je suis l'un des rares joueurs de Laura à rester devant toi et puis à te dire, essaye, viens. D'ailleurs, tu es la seule Laura, en tout cas que j'ai vue, je ne sais pas si les autres le font, mais qui a instant, dès que tu es dans le coin et quelqu'un saute, tu fais V-skill, tu passes. Alors ça m'impressionne, parce que tu sais, moi, je vais parler de ça tout à l'heure, moi, ma façon de jouer, c'est un peu ça. Moi, c'est pour ça que je ne joue pas beaucoup à tous les jeux de combat que j'ai joués, parce que je veux connaître les gens. Je veux même pas connaître, avant de connaître le jeu bien, je veux connaître les gens. Ah, c'est ça les vices, et après j'apprends les jeux pour me faire un petit janken. D'accord. Je fais très bien. Tu vois. Je vois très bien. Mais j'aime connaître les gens. Et donc là, je vois que tu fais ça. C'est ça le pire. Je dis, ok, ça peut pas être un réflexe tout le temps. Parce que tu dois t'occuper de ce que je fais aussi, mes pokes, mon déplacement. Donc je me dis, je vais faire autre chose. Tu vois, j'essaie d'embrouiller son cerveau, de mettre beaucoup d'informations dans sa tête, tu vois. À un moment, je saute, bing, V-skill. Je dis, ok, non, lui, il est bizarre. C'est un robot. C'est mort, tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est dead. Tu sautes, il fait V-skill, il passe au Voilà. En fait, c'est simple, si je dois te résumer un petit peu tout ça. C'est en gros, quand je joue, j'ai développé certains automatismes de part et d'autre d'une profonde réflexion de mon style de jeu et de mon plan de jeu. En gros, tu vas te dire que il y a certaines choses que tu te dois de réagir automatiquement, d'accord? Et tu vas te dire, aujourd'hui, qu'est-ce que mon personnage peut m'apporter sur ces situations? Et aujourd'hui, on va se pencher sur l'anti-air, enfin l'air. Laura, j'aurai 3 options en air. Avec Laura, j'aurai 3 options qui seront le stand MP, le debout médium point. Ensuite, j'aurai ce qu'on appelle l'elbow HP. L'elbow HP, c'est l'attaque anti-air de Laura qui a une animation et tout. Et j'aurai le V-skill. Je considère le V-skill comme un anti-air. Pourquoi? Parce qu'en gros, le V-skill, dans l'animation du V-skill, durant son animation, elle abaisse sa Earthbox. Et du coup, elle ne se fait pas toucher par les coups venant d'en haut. Donc, si tu le fais avec on va dire, un automatisme et avec une réaction nécessaire, jamais on peut te surprendre, tu vois. Donc, quand tu es surpris, en fait, c'est ce que tu utilises. Dans mon cas, je suis en train de regarder le sol. Je regarde ce que tu fais, puis je dis, oh mon Dieu, il a sauté. Oh mon Dieu, je suis pas prêt, moi. Et là, il a simplifié pour nous, parce que c'est le saut quand tu es devant lui, tu sautes vraiment à l'oblique. Par contre, quand tu sautes en cross-up, il y a d'autres trucs qui se mettent. Il y a le LK. C'est ça. C'est ça. Anti-cross-up, suivi d'un V-skill ou d'un mix-up. Voilà, ça effectivement, ce sont les resets. Effectivement, ce sont les resets. Quand tu es en plein mix-up, là, tu passes en dessous. Ce sont les mix-up de Laura. Mais quand je parle j'ai envie de dire, de neutral, en gros, si tu as sauté d'un moment inattendu et que je suis vraiment pas prêt, là, je suis prêt, moi, à répondre au moins avec V-skill. Voilà, instinctivement. Voilà. Et ce qui fait peur, c'est que généralement, Laura est un perso, tu te dis, écoute, quand elle va me mettre dans le coin ou quand elle va commencer son pressing, ça va être chaud. C'est ça. Là, ce qui fait que tu fais peur, en tout cas pour moi, c'est que quand il n'y a pas de pressing, on ne peut pas t'approcher. Et là, je dis, non mais, je suis censé avoir un moment où c'est à moi de mener, tu vois. Et tu vois, tu peux pas l'approcher, tu peux pas lui mettre la pression, alors que lui, il peut te la mettre.
Ouais. C'est ça qui m'impressionne dans ta façon de jouer. Je dis, ok, je give up. En fait, tout simplement, pourquoi aujourd'hui, tu peux me demander pourquoi je n'arrive pas à mettre ça en place contre les gros joueurs. C'est tout simplement qu'il y a beaucoup trop d'informations. Tu vas prendre l'exemple de Luffy. Quand je joue fréquemment contre lui, je me défends très bien. Hein. Mais le souci, c'est que il me submerge d'informations et le problème, c'est que tu ne dois pas avoir tort. Tu n'as pas le droit à l'erreur à ce moment-là. Donc, dès que tu es submergé, j'ai des options que je ne peux pas utiliser parce que c'est le match-up qui le dit. Mais contre d'autres, la plupart des match-up, j'ai envie de dire basiques, ça devient très facile d'utiliser ça. Il y a un truc que moi je fais, j'ai créé ça dans ma tête, dans mon imaginaire un jour. J'ai divisé les joueurs en 3 écoles. Ok. L'école du mind game, donc, jouer contre le joueur. L'école de la technique, jouer le jeu. Et l'école de l'exé, maîtriser parfaitement l'application de ton plan de jeu. D'accord. Ça peut être les combos, ça peut être appliquer les choses. Par exemple, dans Street Fighter 4, il y avait des systèmes, il y avait les OS bien sûr. simples, il y avait les OS proximity, il y avait des trucs compliqués. Mais il faut savoir l'appliquer. Par exemple, avec Guile, tu te dis, si je fais flash kick, dash avant, FADC Ultra 2, c'est bien. Ouais. Mais il faut savoir l'appliquer. Genre, Akainu est fort dans l'application avec son Guile. Là où moi, je l'étais pas. Et qu'est-ce que tu penses de ces écoles et où tu penses te situer, toi? Donc alors, au niveau des écoles que tu m'as citées, franchement, je trouve que ça tient plus que la route. Hein. Donc, l'exécution, je pensais que tu parlais effectivement que de l'exécution en soi, mais comme tu m'as précisé qu'effectivement, c'est l'exécution du plan de jeu. Donc, je pensais que c'était la technique, forcément, faire des manipulations. Oui, tu vois. Mais ça compte, hein, mais ça compte, mais ça permet de mettre en place le plan de jeu. Ouais, d'accord. Moi, je me situe dans... Alors, rappelle-moi, c'est la technique. Hein. Ouais, je dirais que c'est technique exé, toi. Ouais, et puis un peu mind game, un peu. Le mind game, en fait, vient après. Pourquoi? Parce que j'utilise ce que mon personnage me propose. Et forcément, pourquoi je vais m'orienter vers ce personnage? Parce que j'ai un style de jeu bien défini. J'adore l'agression. D'accord? Mais en même temps, j'aime beaucoup la technique. J'aime beaucoup essayer de me dire, en fait, j'aime le contrôle, en fait. Je me dis tout simplement que j'ai peur d'à chaque fois de remplir l'écran, comme je dis, d'envoyer des coups, tout ça. L'aura, elle peut faire ça. Mais cependant, quand on comprend l'aura, on se dit que si tu as balancé, j'ai envie de dire, l'elbow EX, la chop spé EX, le saut, l'overhead, toutes ces options, en soi, elles sont punissables. Donc, on va dire plus précisément, contre-attaquables. D'accord? Donc, du coup, je me dis, je ne peux pas me commit, je ne peux pas m'avancer à l'aveugle et espérer. Moi, je me dis, je préfère que mon jeu parte de quelque chose où j'ai eu le contrôle. Le contrôle, c'est quoi? C'est la réaction. Et ensuite, je développe quelque chose en fonction de ce que j'ai pu noter chez mon adversaire. Parce que forcément, mon personnage apporte comment dire ça, il a une prestance offensive. Et du coup, je peux construire cette attaque. Là, je peux me dire tout simplement, hein, sur le Junken dont tu parlais, on sait aujourd'hui qu'on a des options select pour tout et n'importe quoi, mais je peux me dire, dans mon pressing, là, tu es en train de prendre des coups, donc tu as peur de la chope. Donc là, je vais appuyer sur le fait que tu as peur de la chope. Je vais continuer jusqu'à ce que tu me montres, ok, je n'ai plus peur de la chope. Mais après, ça va dépendre du joueur. C'est là où tu vas te dire, si tu as vu qu'il n'a pas peur de la chope, tu vas avancer, tu vas faire une chope, et puis le mec, il a toujours peur de la chope. Eh ben, tu vois, je vais voir si ma philosophie est bonne. Hein, parce que ce que je dis, les joueurs techniques, comme tu dis, ils jouent beaucoup avec les forces du jeu, de leur perso, des choses comme ça. C'est un peu plus concret. Ce qu'ils font, quand tu écris sur le papier, théoriquement, c'est juste. Tu vois, ça marche. C'est pas des embrouilles, ça marche. Ça. Et par contre, dans ma logique des choses, les joueurs techniques ont du mal contre les joueurs mind game. Parce que les joueurs mind game, toi tu joues bien le jeu, lui il joue autre chose. C'est ça, c'est vrai. Lui au moment où tu dis, ah là il a fait ça, donc il aura peur de la chope. Lui il répond pas à ça, c'est pas sa logique ça. Lui il sait que justement, toi tu sais que normalement la chope est logique ici. Donc il va sauter. D'accord. Alors du coup, moi ce que j'ai à répondre à ça, c'est effectivement quand tu rentres dans l'école du mind game, tu vois que l'adversaire, il entre dans une illogie et la plus démente qu'on puisse noter, c'est là où il faut te dire, je vais rester prudent. Voilà, tout simplement. Tu vas te dire, là, la chop spé, ça vaut pas la peine, par exemple, parce que je vais prendre tarif et ensuite je serai en défense. Donc voilà, tu connais le tralala. Et en gros, tu vas essayer de repartir tout simplement sur la chop normale ou des options beaucoup plus safe qui vont pas te permettre
de passer dans un état où tu seras en défense désavantageux. Tu vas toujours pouvoir continuer à construire ton attaque en neutral. Donc si ça passe pas, mais si ça passe, c'est tant mieux. Voilà. Tu vois ça, quand tu as l'œil, ce qui est intéressant. Pourquoi moi j'aime Street Fighter? C'est mon jeu de combat préféré. Bien sûr. J'ai beaucoup aimé Marvel. Ouais, mais Street Fighter a ce truc-là, c'est de... Quand tu n'es pas un spectateur averti, tu vois pas ça. Tu ne le vois pas. Le fait que le gars n'ait pas fait ça change tout le match. Ouais, c'est vrai. Ne pas faire quelque chose change le match. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Genre souvent tu fais un truc, par exemple, je prends le cadre comme exemple, je joue contre un gars, tu viens, tu commences à faire des pokes, genre tu fais ton MK, direct tu manges 8 finish, ça change tout le jeu là. Voilà, c'est ça. Sur MK. Genre, avec Laura, je prends un Laura, tu fais MK, mais bon, dans le cadre, c'est souvent tu fais des bas MK, des stand MK, pour poker un peu, quoi, pour déranger un peu. Quand tu manges 8 finish, tu vas voir que les joueurs jouent différemment déjà. C'est ça. Tout le monde se dit, ah d'accord, ok, c'est comme ça ici. C'est ça. C'est ça. Et si on doit, tu vois, on emploie des termes bien spécifiques. Quand j'aborde mes notions d'introduction, enfin mes cours d'introduction avec mes élèves, j'aborde forcément le neutral, même l'objectif du jeu en lui-même, parce que je trouve que beaucoup de joueurs n'ont pas cette notion. Donc on peut faire un petit rappel. Je vais donner ma définition de l'objectif de Street Fighter V ou de jeu de combat. Qu'est-ce que j'entends par l'objectif? C'est-à-dire aujourd'hui, on achète Street Fighter, je dis Street Fighter 4, on achète Street Fighter 5, on lance le jeu. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu? C'est quoi le but? Tu vois? Donc, le but, il est simple, en fait. C'est de pouvoir définir un vainqueur et un perdant en fonction d'une confrontation. Donc, ça, c'est clair. Ouais. Donc, pour pouvoir définir tout ça, il faut que l'un des adversaires, l'un des deux joueurs, puisse marquer des points en un temps donné. Ça, c'est super important. Oui. Le premier but du jeu de combat, ce n'est pas de mettre l'adversaire, de consumer la barre de vie de l'adversaire, c'est de marquer le plus de points en un temps donné. Et ça, beaucoup de joueurs ont tendance à l'oublier. Ça veut dire, c'est un peu la mentalité de Justin Wong, pour ceux qui connaissent. Justin Wong qui prend souvent son temps avant d'aborder un match. Ouais. Il ne fonce pas tête baissée. Il y a quelques fois, il peut foncer tête baissée, mais ça va partir d'une réflexion. OK? Donc, moi, c'est ce que je dis assez souvent. En soi, quand on aborde le jeu de combat, il faut pouvoir partir sur une bonne base, avoir une définition bien précise du jeu afin de pouvoir mettre en place ce plan de jeu. D'accord, okay. À la base des bases. Ça, c'est bien, parce que c'est vrai que souvent on est pressé de finir la barre de vie. Voilà. Alors, quand tu mènes, tu restes tranquille. Tranquillement. C'est ça. On veut lancer le jeu juste pour gagner aussi. C'est ça, juste gagner. Mais gagner, effectivement, il faut savoir comment on gagne. C'est ça le truc. Comment on gagne. Parce que la plupart des gens vont penser qu'on gagne en consumant, comme je disais, la barre de vie de l'autre. En appuyant sur les boutons n'importe comment. En appuyant. Mais en appuyant sur les boutons, ce qu'on peut dire, c'est marquer des points. Donc, ils vont appuyer. Et forcément, ça va consumer la barre de vie de l'autre. Mais ils vont pas se dire, en fait, j'ai 99 secondes. Je peux essayer juste, par exemple, de regarder si l'adversaire m'attaque. Je bloque et ensuite, j'attaque. Tu vois? Mais je parle à bas niveau. Hein. Ouais. Je pense que c'est ce que... je pense pas que j'aurais pu employer ce style de jeu-là au tout début, lorsque j'ai abordé les jeux de combat, parce que comme tout le monde, moi j'appuyais le plus vite que possible sur les boutons. Hein. Comme tout le monde. Du remplissage. Voilà. Le remplissage, t'as tout compris. Du remplissage. Tu sais pas ce que tu fais. Et je pense que ça date depuis ma plus tendre enfance, le contrôle. Quand j'arrivais malencontreusement à envoyer une attaque spéciale, je voyais Ryu Street Fighter 2. Hein. Je vois une boule de feu sortir. Je me dis, mais comment j'ai fait ça? Et ça me frustrait beaucoup, mais je m'en souviens encore, hein, j'avais 7 ans. Je m'en souviens, je me dis, mais comment j'ai fait ça? Je cherche toutes les manipulations, et puis c'est là où mon meilleur ami, il s'appelle Lodu, m'apprend justement, sur la notice, il avait 6 ans. Il m'a dit, sur la notice, on peut voir les attaques. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok. Sur la Mega Drive et tout, on voit les manipulations. Donc, on a compris ça à ce moment. Je savais déjà lire. Donc, du coup, boum, j'ai essayé d'effectuer. J'ai compris que ça ressemblait, en fait, que c'était les manipulations qu'il fallait faire à la manette et ensuite appuyer, bam. Et quand je voyais ça, j'étais super content parce que j'avais cette sensation de contrôle. Je me disais, j'envoie quand je veux l'attaque spéciale. Mais le remplissage, ça ne m'a jamais intéressé. Quand je vous donne un petit exemple à tous les deux. Quand je fais mes animations, je vous ai parlé des animations, des ateliers, à Parallèle 14, mais quand je présente Street Fighter V, je crois que j'ai eu qu'un seul joueur qui essaie de contrôler. Un jeune, pardon, puisque c'est vrai que j'ai oublié de préciser que ces ateliers, ils ciblent les jeunes de 8 à 18 ans. D'accord, très bien. Donc ce sont des ateliers comme au même titre que des colonies de vacances. D'accord. Donc du coup, quand je présente Street Fighter V,
Je leur explique un peu le concept et tout. Ils écoutent, tout se passe bien, ils répondent bien aux questions. Et puis quand vient l'heure de lancer un petit combat, ben forcément, tout le monde c'est... Ouais. Il tape le plus fort voilà, sur le stick. on tape le plus fort sur le stick. Et du coup, c'est pour ça que je réfléchissais à ça. Mais oui, de mémoire, j'en ai eu un seul qui s'est dit, ouais, mais comment j'ai fait ça je comprends pas. Là, j'arrive pas. Il essaie de construire quelque chose. Et ça me fait plaisir. Et du coup, c'est là que tu te dis, bon, lui... Il peut peut-être avoir, voilà. D'autant plus que ce qui est bien quand tu joues en sachant ce que tu fais, tu sais pourquoi tu as perdu. Tu peux savoir pourquoi tu as perdu. C'est ça, c'est ça. Tu peux constater certaines choses. Tu vas te dire, sur une situation qui va arriver 20 fois, tu vas essayer la même chose 20 fois, et là, tu vas te dire, ben, vas-y, je perds à chaque fois. Tu vois. Et c'est ce que je dis assez souvent à mes élèves, c'est j'image tout ça avec un feu. D'accord. Avec un feu. J'appelle ça le feu mental. On va se dire... Il y a un sorte de glossaire. C'est ça. Ah non, mais j'ai un gros glossaire sur Street Fighter 5. J'invente tout et n'importe quoi pour me faire comprendre. J'invente un protocole pratiquement pour qu'on puisse parler la même langue, qu'on puisse se comprendre en fait. Ça, c'est pour moi le plus important. Oui. Donc du coup, sur ce feu mental, j'expliquais à mes élèves, regardez, vous êtes 20 fois, dans les jeux de combat ou même les jeux en général, vous allez prendre une situation 20, 30, 40, 50 fois. En gros, ça ne va pas vous empêcher de la reprendre 51 fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas eu d'effet, en fait... ah non, mais j'ai vraiment eu mal, d'effet physique, en gros. Il n'y aura pas eu de douleur physique. Ouais. Mais imaginons qu'il y avait... qu'on était relié par des électrodes. Et à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, on n'a pas l'avantage, on prend counter. Là, je t'assure, Izoud, que là, tu retiens. Tu aurais fait attention. Voilà, c'est ça. Chaque fois que tu prends crush counter, tu te fais électrocuter. Tu imagines, voilà. Imagine chaque fois que tu prends crush counter, bam, tu te fais électrocuter. Ben, là, clairement, tu le retiens. Mais comme, justement, dans le jeu de combat, tu ne vas pas noter tout ça parce que tu vas te dire, ben, ouais, j'ai plus counter, mais je me retrouve à terre, il faut peut-être que je défende. Limite, tu auras déjà oublié ça. Et c'est ça qui fait la force des grands joueurs, c'est que chaque petite situation du jeu, tac, 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 on va les noter, on aura vu qu'est-ce que l'adversaire a fait. Aujourd'hui, je donne un exemple bien précis sur Street 5. Je vais te faire un tic throw. On va dire stand like kick shop. D'accord? Quand j'ai fait stand like kick shop, je suis capable de voir aujourd'hui si tu as essayé de mettre un 3 fois, même si après mon stand like kick, est-ce que tu as appuyé? Tu vois une petite animation. Et là, je me dis, ok, tu es en train d'appuyer comme un malade. Bon, eh ben, je continue ma shop toute ma vie parce que tu es en train d'appuyer et tu ne connais pas la règle. Ça veut dire que tu ne sais pas qu'il faut déchoper et que ton light ne va pas me tuer. Je continue. C'est une information. Voilà. Voilà. I love it. I love it. J'adore, surtout parce que moi, c'est l'approche que j'ai. Par exemple, je ne suis pas coach du tout. Hein, bien mais sûr, y a pas surtout que comme je jouais beaucoup à Street 4, j'ai un gros niveau Street 4 et Street 5 un peu encore qui reste. Je sais jouer, quoi, on va dire. Quand ce que j'apprends aux gens, c'est souvent dépose tous les boutons, joue avec un poke, un entière, une balayette, la déchoppe et peut-être un projectile si tu veux. Mais jouer avec quelques coups seulement. Super. Des coups par principe. Ce coup-là, il sert à quoi? Il sert à gêner quand le gars avance et recule pour recréer une certaine distance. Ce coup-là, il sert à quoi? Entière. Ça, c'est pour choper ou déchoper. D'accord. Joue qu'avec ça déjà. D'accord. Quand tu arrives à jouer avec ça, il y en a, les gens exé, c'est pas leur truc. Mais quand tu arrives à jouer avec ça, tu commences à voir pourquoi je fais X ou Y. Voilà. Et maintenant, tu meubles avec de l'optimisation. Ouais, jusqu'à ton niveau d'exé, quoi. Il y en a qui, genre, quand il ouvre ici, il va ouvrir sale. Tu vois. Tokido, il t'ouvre. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et j'adore t'entendre parce que tu as ce don, parce que souvent quand tu es arrivé à un certain niveau dans un domaine, souvent quand tu parles, c'est juste métaphorique ou c'est trop avancé. Tu as ce don de te repositionner au niveau de la personne qui t'écoute pour lui dire, ok, ici, fais ça, on va aller, viens, on va venir jusqu'à mon niveau, tu vas voir. Ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir parce que bizarrement, en fait, c'est pas bizarrement. J'ai le même retour en fait venant de mes élèves. En fait, le côté pédagogue. En gros. Et ils me disent que effectivement, j'arrive à me mettre à la place, à expliquer avec des termes bien situés, qui leur permettent de comprendre. Et une fois que je m'efforce de leur dire, bon ben, ça, on met un terme sur ça, cette situation-là, bon ben, du coup, tout le monde parle le même langage. Et du coup, ben, là, on se comprend. Là, on se comprend. Donc, ça, tu tires ça de quelque chose ou c'est la vie? Alors, franchement, je vais te dire que je tire ça de quoi? Ça va peut-être te faire sourire. Ça revient de mon passé, en gros. En gros, j'ai souffert de mon parcours scolaire. D'accord? J'ai pas été un bon élève, soit moyen, soit mauvais.
D'accord. Donc, moi, j'aurais aimé que quelqu'un puisse me prendre à part et me dise, m'explique de A à Z, là, tu n'as pas compris ça, il faut revenir à cette base, tu vois. Et on connaît l'enseignement aujourd'hui à l'éducation nationale. Ouais. Donc, du coup, c'est tout simple. Mon côté pédagogue, en fait, je me suis tout simplement dit, je ne veux pas réitérer ce que j'ai subi, tout simplement. Donc, je me mets à la place de... Je fais en sorte d'expliquer quelque chose comme s'il y avait un mini Layo, en gros. Tu coaches l'enfant que tu as été, comme tu aurais aimé qu'il soit approché. Voilà. OK. Voilà. En parlant de ça, justement, de l'éducation nationale, ou en tout cas de tous ces éléments, tu as dit que Parallèle 14, bien sûr, faisait des ateliers, que tu participais. Donc, quand même, il y a ce tissu éducationnel là qui vient soutenir l'activité e-sportive. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est on peut en dire autant de la sphère politique ou les entreprises privées, genre au niveau des sponsors ou des dotations, des choses comme ça? On parle bien dans le système français. Hein, donc, le système français. Et même martiniquais. Alors, au niveau martiniquais, j'ai plus l'impression que on va dire que les entreprises, que la société en elle-même essaie de comprendre aujourd'hui qu'est-ce que c'est vraiment que l'e-sport. Donc, on va dire que nous, avec Rising Opossum, on a pu établir une journée de sensibilisation qui a eu lieu en décembre 2020 concernant, voulant cibler la société martiniquaise concernant l'e-sport. Donc, de ce fait, on a eu de très gros retours positifs et aujourd'hui, on sait qu'on a des entreprises qui ont l'œil effectivement sur l'e-sport. Parce qu'il faut se dire quelque chose de simple, et c'est Renaud qui m'a fait comprendre ça. En gros, le gouvernement s'intéresse beaucoup aux jeunes, tout simplement pourquoi? Parce que le jeune, c'est l'avenir de demain. D'accord? Donc, forcément, l'e-sport touche à la jeunesse. Donc, qui dit touche la jeunesse dit peut-être que l'e-sport peut empêcher le taux de délinquance dégringoler. Voilà. Donc forcément, si ça peut être un point de rassemblement et quelque chose qui peut, on va dire, aider le jeune à se développer, à faire autre chose que des mauvaises choses, du coup, le gouvernement est franchement partant d'aider sur ce point. Moi, je dis ça parce qu'effectivement, on a eu le gouvernement, c'était quoi? C'était la DGSCS, DJSCS, la Direction de la Jeunesse et du Sport et de la Cohésion Sociale, un pôle, d'accord, donc un pôle du gouvernement qui nous a aidé justement à mettre en place cette journée. Excellent. Donc voilà. Donc en soi, moi je dis effectivement que aujourd'hui, de part et d'autre de comment l'e-sport évolue, moi je pense que certaines entreprises, même associations, les associations c'est sûr, mais certaines entreprises et gouvernement et tout le reste ont l'œil, je pense, un peu plus penché sur l'e-sport. T'es confiant sur l'avenir de l'e-sport? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Confiant, je peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que c'est encore un domaine en plein essor. Donc, on ne sait pas aujourd'hui si demain, l'e-sport sera le football de demain, tu vois, je ne peux pas dire ça. Mais en gros, l'e-sport, je trouve que l'e-sport survit tant bien que mal. Pourquoi? Parce que l'e-sport, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date, comme je disais, de 2003, même si c'était encore naissant, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, ce n'est plus ce que c'est. Et ça s'est vraiment bien développé. Si aujourd'hui, on arrive à vivre de ça, un joueur professionnel peut en vivre. Aujourd'hui, on peut se dire qu'on peut être photographe en e-sport et en vivre. Même si c'est, on le sait déjà, même si c'est un élu parmi tant d'autres. Mais en soi, on peut se dire que peut-être que ça pourrait se développer et demain, ça pourrait être monnaie courante, carrément. C'est ça. Voilà. Il y a au moins un exemple. Il y a au moins un exemple. Comme l'exemple que tu es pour la Martinique. C'est gentil. C'est ça. Ok, merci à toi en tout cas et à Renaud surtout de t'avoir inculqué cette envie de développer l'e-sport en Martinique et puis aussi de continuer à venir nous rendre visite en France pour continuer à faire de belles perfs et coacher un peu tous ceux qui sont intéressés. Franchement, c'est top. Donc merci à toi, Rising Opossum et Renaud. Et puis tous les autres que je ne connais pas, mais que j'espère rencontrer un jour aussi. Ça se trouve, on viendra en Martinique. Quand on viendra en Martinique. Ah oui, c'est sûr. Forcément, c'est sûr. Avec tout ce qu'on veut mettre en place, oui. On viendra faire des interviews. Avec plaisir. Grand plaisir. Je penserai à vous. Comme je dis, je n'oublie jamais d'où je sors. Donc, forcément, merci à tous. Vous m'avez donné cette opportunité. Donc, je saurai vous la rendre. Voilà. Merci. Gauthier. C'était EZODW en direct de Oakenshield avec JQQ, JWQ, JQ Square, aka Chaz et aussi
Layo de Rising Opossum. Merci à toi. Les gars. Merci Layo. Ciao, ciao.